m'appelle Asma. Alors, je serai votre journaliste, je vous avais dit. Alors, je préviens tout de suite, j'ai dit plein de trucs, ça fait 15 ans que je dis des choses. Des fois, on m'interviewe, j'ai pas envie, on me dit, mais si, réponds et tout, alors je réponds des trucs, et après, ça m'est déjà arrivé cette semaine, ça m'est déjà arrivé dans toute ma, entre guillemets, carrière, les gens disent, vous avez dit ça, et je dis, oh mon Dieu. Donc, je vais peut-être dire ça. Cette fois, je change d'avis. Ok, je vois. Voilà. Alors, vous avez dit, pour être écrivain, on n'est pas obligé de faire des études de littérature. Effectivement, vous avez fait des études de commerce. Cela signifie-t-il qu'il y a eu dans votre parcours scolaire une erreur d'orientation ou que vous avez choisi une filière plus sécurisante que la littérature? Ou encore que c'est la faute de vos parents? En fait, je crois que c'est un mélange de 2 et 3, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'étais dans une famille où les études c'était important. Mon père il a fait des grandes études, ma sœur elle avait plus jeune que moi, mais elle avait déjà sauté une classe, elle était en grand lycée parisien. On sentait qu'il y avait une pression qui pesait sur moi, tu vois. C'est un peu bon, nous déçoit pas. Et puis surtout, fais un truc effectivement sécurisant où on n'a plus besoin de s'inquiéter pour toi. Mes parents, c'est des super parents, mais je crois que ils sont un peu comme, en tout cas je suis un peu comme eux, c'est-à-dire qu'on fait des enfants, on adore les enfants, mais on ne vit pas que pour les enfants, c'est-à-dire qu'à un moment, ils vont partir et on espère qu'ils vont nous foutre un peu la paix pour qu'on puisse commencer à avoir une vie comme avant, tu vois. Donc pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un travail, qu'on fasse des bonnes études, qu'on fasse un travail, etc. Donc mes parents, tant que je faisais une section scientifique et après j'ai fait une école de commerce, ils se disaient c'est bon, c'est sécurisé, voilà. En partie j'ai fait ces études pour pas trop les inquiéter et pour pas trop leur déplaire, mais aussi parce que je savais pas quoi faire. Et donc le commerce, c'est quelque chose qui est assez large. Ça peut être de la comptabilité, ça peut être de la fiscalité, ça peut être du marketing, ça peut être de la pub, ça peut être apprendre à monter une entreprise ou voilà. Donc je me disais, c'est très large. Si tu fais plombier, c'est moins large. Au commerce, tu te dis, je verrai bien ce qui se passera, il y a plein d'options, voilà. Donc j'ai fait ça un peu comme ça, et puis après, c'est une autre histoire, mais je me suis retrouvé, entre guillemets, écrivain. J'ai écrit un livre, puis un deuxième, j'ai regardé derrière moi, mais je me suis dit, mais en fait, je suis écrivain, je fais rien qui a un rapport avec l'école de commerce. Mes parents n'ont pas trop eu le temps de s'inquiéter par rapport à ça, alors que peut-être ils auraient dû. Si j'avais présenté les choses autrement, tu vois, ils se seraient dit, punaise, il a fait une école de commerce, bac plus 4, et maintenant il écrit des romans, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Pourquoi il a fait cette école? Bon. Mais on n'en a jamais trop reparlé. Je pense que mon père, il y a quelques années, a dû me dire, mais en regardant, tu vois, les 30 romans que j'avais écrits, il s'est dit, en fait, t'as jamais fait un truc qui avait un rapport avec tes études? Je dis, bah non. Ah bon, ok. Vous avez dit, quand on est écrivain, on peut trouver l'inspiration dans des films, dans la musique, dans les voyages. Pouvez-vous nous donner un exemple de chaque, c'est-à-dire le film qui vous a le plus marqué, un album ou un chanteur, un pays, source d'inspiration? Alors, un film, il y a un film de David Lynch, qui est un réalisateur américain, qui s'appelle Lost Highway. Un film très bizarre en 2 parties, on ne comprend pas très bien le rapport entre la deuxième et la première partie. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup. J'ai vu ce film tout seul, ce qui est important, parce que quand on voit des films tout seul, bon, normalement je vais toujours au cinéma, au moins à 2 ou à plusieurs. Et là j'étais tout seul, je ne sais plus pourquoi. Et le film m'a encore plus marqué. C'était une expérience sensorielle, intellectuelle, tout ça, et ça m'a pas mal influencé pour des romans que j'ai écrits par la suite, mais plutôt pour adultes. C'est une influence que je ne vois pas trop en jeunesse. En musique, j'ai eu plein de groupes préférés successifs. Moi, j'ai toujours écouté de la pop anglaise, américaine, tout ça, et, enfin toujours à partir de 17-18 ans, et j'avais un groupe préféré. Et puis après, c'était un autre groupe préféré, et puis après un autre groupe. Et à la fin des années 90, mon groupe préféré, c'était un groupe qui s'appelle Radiohead et qui existe toujours aujourd'hui. Et j'ai écrit un livre sur ce groupe-là, en tout cas sur quelqu'un qui était fan de ce groupe-là et qui était tellement fan
qu'il pensait qu'il y avait des messages cachés dans les chansons. Parce que les chansons de Radiohead, elles sont un petit peu mystérieuses, des fois dans les paroles. Quand on va sur des forums, sur Internet, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui interprètent les choses et qui se disent « ouais, en fait, ça parle de ça », alors que peut-être pas du tout. Bon. Mais comme le groupe ne fait rien pour contredire ces affirmations, on n'en sait rien. Et donc j'ai écrit, alors là, pour le coup, c'est un rare exemple de livre qui est directement tiré de la passion que je peux avoir pour un groupe. Un pays, les États-Unis, j'ai écrit peut-être une moitié de mes romans qui se passent aux États-Unis. C'est un pays très vaste, hein. Je suis allé pas mal de fois et dans des endroits différents et ça m'a à chaque fois donné des envies de livres. Ça n'inspire pas directement une histoire, mais par la suite, quand je me dis il me faut un cadre pour une histoire, j'ai tendance à retourner en pensée là-bas. Ceci étant, non, on en parlera tout à l'heure parce qu'il y aura des questions sur la Réunion, hein, je crois. Ouais. Non. Vous avez dit, quand on écrit un livre et qu'on l'édite, tout l'argent ne revient pas à l'auteur. Cela vous met-il en colère? Est-ce qu'on vit bien quand on est écrivain? Très en colère parce que je ne touche que 10% du prix de vente d'un livre. Par exemple, un livre coûte 10 € et on me donne 1 €. Et je dis, mais où sont les 9 € restants? A priori, ils sont quelque part quand même. Peut-être qu'ils sont un tout petit peu trop dans la poche de l'éditeur, parce qu'il y a quand même des éditeurs français qui s'embêtent pas et qui, quand ils voyagent en avion, vont en première classe, quand ils vont dans des hôtels, vont dans des super hôtels, et on se dit, bien joué. Hein. Bon. Mais en vérité, c'est la même répartition que dans l'industrie musicale. Hein. En gros, quand tu es un disque, tu touches 10%. Et encore, il faut partager avec les autres membres du groupe quand il y en a plusieurs. L'argent, il va à l'éditeur, au correcteur, à celui qui fait la couverture, à celui qui met en page, à l'imprimeur, au distributeur, etc. Donc voilà, c'est pas mystérieux là où va l'argent. On peut toujours trouver qu'on n'est pas assez payé, puis on se bat toujours pour essayer de faire augmenter ces pourcentages, mais comme tout le monde se bat pour faire augmenter des pourcentages, généralement ça bouge pas beaucoup. Vous avez dit, être un écrivain reconnu et à succès, c'est gagner l'immortalité. Vous savoir immortel vous plaît-il? Alors ça me fait penser à un livre d'un écrivain allemand très très connu qui s'appelle Arno Schmidt. Je ne sais plus comment s'appelle l'histoire, mais en gros c'est l'enfer. Ça se passe en enfer. Et en enfer, il y a tous les écrivains. Et les écrivains, en fait, ils sont en enfer tant qu'il y a quelqu'un dans le monde qui pense encore à eux, tu vois, ou alors qui les lit, par exemple. Mais juste, voilà, s'il reste un livre d'eux et que quelqu'un le trouve, il reste en enfer. Il faut vraiment qu'il soit totalement oublié pour être libéré, quoi. Donc je pense que Arno Schmidt, il avait une réponse un peu particulière à cette question. Déjà, il voulait dire quelque chose avec ça. Et c'est un récit très drôle parce qu'il y a des écrivains, tu vois, ça fait 300 ans qu'ils sont là, et ils se disent punaise, il reste plus qu'un type quoi, qui me connaît dans le monde et bientôt il va mourir et tout et je vais être libéré. Et puis tout d'un coup, il y a un jeune étudiant en lettres qui a 25 ans et qui dit hey, on va faire une thèse sur l'œuvre de ce type, et l'autre qui se dit ah non, encore 20 ans ou 30 ans. Donc en vérité, l'immortalité, la postérité, je m'en fiche complètement de ce qui se passe après ma mort, enfin sur Terre. Mais par contre, si j'avais un livre à succès, si je laisse une œuvre qui continue de se vendre après ma mort, je suis content pour mes descendants qui continueront à toucher de l'argent. En fait, j'ai pas répondu complètement à la question précédente. Tu dis, est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on est écrivain, c'est ça? Oui. Ouais, ça dépend vachement, ça dépend si tes livres ils marchent ou pas, en fait. Et donc, il y a des gens qui vivent avec, enfin ils vivent pas que avec, mais qui vont gagner 500 € par an, et d'autres 50 millions, donc c'est très difficile de répondre très franchement. Moi, j'ai 2 enfants, je vis à Paris. Très cher à Paris la vie, et si j'arrive à vivre là-bas, c'est que je me débrouille pas si mal. Vous avez dit que vous écriviez pour divertir, point final, et que toute idée de message ou de mission provoque chez moi une crise de bâillement irrépressible. Cela signifie-t-il que vous ne vous considérez pas comme un écrivain engagé? Et l'homme l'est-il?
Alors, la question elle est bien posée, c'est-à-dire que oui, je peux être engagé. J'ai un blog sur lequel il m'est arrivé de prendre parti pour ou contre quelque chose. Je l'ai fait il y a quelques mois au moment des lois sur le mariage homosexuel et Dieu sait que ça m'a valu des réactions dans les deux sens. Donc ça, c'est pas anodin quand on fait ça. L'écrivain, c'est une personne publique et même si elle n'est pas très connue, il y a toujours une audience qui est supérieure à celle d'une personne qui n'est pas publique. C'est-à-dire que tout simplement, j'ai un blog et j'ai une page, j'ai un compte Twitter et j'ai un compte Facebook qui sont peut-être plus suivis que si j'étais, je sais pas, boulanger. Et donc, par rapport à ça, je peux avoir une responsabilité, je peux me servir de cette audience pour dire, voilà, je peux dire des trucs et je serai plus entendu que la moyenne, quoi. Donc, je préfère prendre position justement en tant que personne que dans les livres, parce que je trouve ça effectivement assommant dans les romans. Pour moi, un bon roman, c'est celui où tu oublies l'auteur. C'est-à-dire qu'un bon roman, c'est juste une histoire. Et si la présence de l'auteur se fait sentir comme s'il y avait toujours un petit lutin qui sortait de derrière un bosquet en disant je suis là, ça marche pas pour moi. Et même quand je lis, ça ne marche pas. Je trouve que c'est prétentieux, etc. Donc vraiment, l'auteur, c'est une personne qui doit se fondre, disparaître dans le livre et faire exister le livre et être comme un fantôme à travers le livre, mais le fantôme, on ne le voit pas. Donc si tu commences à dire, voilà, je vous raconte une histoire, mais surtout, n'oubliez pas les enfants, le racisme, c'est mal, par exemple, ça va être lourd. Par contre, si j'ai vraiment envie de faire passer un message qui est super important, j'ai d'autres moyens à ma disposition. Et j'ai sorti en 2006 ou 2007 un petit livre sur l'engagement, justement, et qui n'était pas donc du tout un roman, et qui consistait à aller interviewer des gens qui travaillent dans des associations humanitaires, parce que moi ça m'est arrivé un petit peu. Et ce livre sur l'engagement, il disait justement que l'engagement, c'est pas une chose anodine, le vrai engagement. C'est-à-dire que si tu es devant ta télé et que tu dis Sarkozy, t'es nul, ou Hollande, tu crains, c'est pas vraiment de l'engagement, parce que déjà, les types derrière, ils t'entendent pas, puis ça va rien changer, tu vois, à leur vie, ni à la vie de qui que ce soit. Quand tu t'engages, tu prends de ton temps, et peut-être tu vas faire des choses qui vont t'attirer des inimitiés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont moins t'aimer ou pas t'aimer. Par exemple, si je dis, moi, le mariage gay, c'est cool, et j'ai peut-être des lecteurs qui ne pensent pas la même chose, et ils vont se dire, oh, Fabrice Pelin, ça craint, on lit plus ses livres, tu vois, ça c'est une possibilité. Bon, ça peut marcher dans l'autre sens aussi, les mecs qui peuvent se dire, ah, finalement, il est sympa. Donc, c'est pas anodin, et ça prend beaucoup de temps, et ça prend, ça engage la personne. Et donc, j'ai écrit un bouquin là-dessus, qui n'était pas du tout un roman. Bon, merci de votre attention. Merci. Et je laisse la parole à Elsa